Pavlenko. Pourra-t-on bientôt en France abréger sa vie quand on souffre trop ou que l'on redoute une fin douloureuse? Le Comité consultatif national d'éthique a rendu hier un nouvel avis sur la fin de vie. Il est plutôt favorable à une insistance au suicide de manière encadrée. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay. Vous avez beaucoup écrit sur la fin de vie. Je vais citer deux de vos ouvrages. Faut-il autoriser l'euthanasie, paru chez First, et un livre également sur Vincent Lambert, une mort exemplaire, pour l'interrogation. Vous posez la question, c'est aux éditions du Cerf. Beaucoup de questions parce que ce sujet touche à l'intime, à notre rapport à la mort et peut-être plus encore à la souffrance. Peut-être pour commencer, afin de clarifier les termes, on parle d'assistance au suicide et non d'euthanasie. Quelle est la différence, Emmanuel Hirsch? Là, c'est d'aide active à mourir. Donc il ne faut pas qu'on soit dans la périphrase. Il s'agit d'euthanasie, qui est distinct d'ailleurs du suicide médicalement assisté, c'est-à-dire un médecin serait amené à injecter un produit qui aurait pour conséquence la mort de la personne. Ça, c'est l'euthanasie. Ça, c'est l'acte euthanasique. Alors, lorsque vous regardez les différentes législations, puisqu'on en est à notre 5e législation, on a été, avec la loi Leonetti de 2005, pour une option déjà très importante, c'est pour éviter la souffrance, on donne à la personne un certain nombre de produits qui peuvent abréger son existence, mais sans l'intention de donner la mort. C'est toute la distinction entre le faire mourir et le laisser mourir. Donc depuis 1978, c'était à l'époque le sénateur Caillavet, Henri Caillavet, qui avait lancé d'ailleurs l'association pour le droit de mourir dans la dignité, certaines personnes estiment que certaines conditions de vie, notamment médicalisées, c'est toute la mort médicalisée dont il est question, ne sont pas compatibles avec leur valeur de dignité. Et donc quel est le bon modèle, en quelque sorte, si un modèle peut être considéré comme bon? Et c'est vrai qu'on est dans un environnement qui avait été, il y a eu beaucoup de rapports intéressants, dont le rapport Sicard en 2012, sur le mal mourir, mais quand il était pensé solidairement la fin de vie. Vous avez raison, mais alors, actuellement, on est sous le régime de la loi Claes-Leonetti de 2016. Ça suppose, si ce Comité national d'éthique suggère une évolution, que cette loi aujourd'hui ne suffit plus. Je rappelle que c'est le texte qui permet la sédation profonde, l'injection d'un produit où en fait on attend que votre corps meure de sa belle mort, mais aidé d'une certaine manière, avec toujours cet interdit de tuer. Tout à fait. Voilà, c'est la limite du texte actuellement qui pourrait être franchi. Dimitri, est important. Rappelez-vous que François Hollande avait souhaité le 17 juillet 2012 lancer une concertation nationale sur la fin de vie, qui a eu d'ailleurs lieu avec une convention, on pourra en parler, qui avait abouti en 2013. Et c'est vrai que la question importante, c'est qu'il y a eu la manif pour tous, rappelez-vous, 2013, il y a eu la fin Lambert, et le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout de la proposition que faisait François Hollande d'aller vers l'euthanasie, c'est-à-dire l'assistance médicalisée en fin de vie. On a trouvé, disent-ils, un compromis, qui est pour moi une compromission, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pour monsieur Vincent Lambert, elle a duré 9 jours. Est-ce que c'est compatible avec des valeurs de dignité? Quel est le sens de cette sédation profonde et continue jusqu'au décès? Pourquoi vous dites compromission? Compromission parce que l'option de François Hollande, au tout départ, et c'était dans son programme électoral, c'était ce qu'on aborde aujourd'hui, c'est-à-dire l'assistance active médicalisée à la fin de vie, qui d'ailleurs fait l'objet aujourd'hui d'une proposition de loi dont l'article 1 a été voté, rappelez-vous, en avril 2021. Donc on sait ce que va être la loi. Toutes les choses sont définies. La vraie question, c'est que plutôt que de mettre le mot euthanasie, être très clair sur cette assistance médicalisée, on a été dans l'euphémisme sur cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et rappelez-vous, à l'époque, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, disait c'est une loi transitoire. On savait que c'était une loi qui ne tiendrait pas la route. À l'époque, j'avais même écrit un article dans Le Monde pour dire à quel point, parce que c'était dans la littérature, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est purement et simplement l'euthanasie. Mais justement, je vous lis, vous dites, ça y est, l'euthanasie sera légalisée. Vous n'avez aucun doute sur... Non, mais il n'y a aucun doute, parce qu'il n'y a aucun doute à avoir. Ce qui me frappe, et j'y réfléchissais, rappelez-vous, quand il y a eu les révisions de loi de bioéthique, le Conseil d'État, notamment comme autre instance, alors que la fin de vie n'est pas dans les lois de bioéthique, a fait un superbe rapport. Et dans son rapport, j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices de Europe 1 à regarder ce rapport. C'est du 28 juin 2013, enfin, peu importe la date. Non, pas 2013, excusez-moi, 2018. Et dans ce rapport, le Conseil d'État est contre l'euthanasie, c'est-à-dire contre cette évolution. Il est pour les soins palliatifs, pour l'accompagnement de la personne dans sa demande, notamment dans les directives anticipées qui aujourd'hui sont opposables,
Il évoque la sédation profonde et continue, j'allais dire d'une certaine manière, Oui. mais vous n'avez aucune instance, j'allais dire, qui avec rigueur a observé d'un point de vue législatif ces évolutions, qui est favorable à l'euthanasie. Pourquoi c'est irrévocable? Parce que le CCNE, et c'est quelque chose qui, pour moi, m'interroge, vous qui vous intéressez, Dimitri, aux questions d'éthique, c'est quelque chose qui m'interroge profondément. Il y a 9 ans, le CCNE s'est prononcé sur cette question avec les mêmes argumentaires qu'il développe hier. Pour arriver à la conclusion, il ne faut surtout pas d'euthanasie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé justement? C'était ma prochaine question. C'est une question, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est une affaire politique, pour ne pas dire politicienne. Alors, je ne mets pas en cause les membres du CCNE. D'ailleurs, dans le rapport du CCNE, à la fin du rapport, il y a un certain nombre de membres du CCNE qui sont absolument contre cette évolution. Oui, je pense qu'on n'attendait pas du CCNE, surtout lorsqu'on nous annonce une concertation nationale qui se prononce a priori. Il aurait été peut-être plus intéressant qu'il donne son point de vue après la concertation, puisque le CCNE s'est exprimé. Vous avez une proposition de loi qui a été votée en avril 2021. Oui. Donc, j'ai pas compris le côté assez démagogique de dire on va faire une consultation nationale. Puis il y avait, je voulais évoquer, une convention citoyenne qui avait été déjà organisée et qui avait abouti finalement à être favorable à l'euthanasie. Donc c'est une affaire qui est jouée. Emmanuel Hirsch, si on prend un petit peu si on élargit le sujet, on voit que depuis 70 ans, l'espérance de vie ne cesse de progresser. Elle dépasse 80 ans pour les hommes et les femmes aujourd'hui. Mais on voit que la société a finalement assez mal préparé cette dernière étape de la vie, qui parfois c'est 10, 20 ans de dépendance, de souffrance aussi également. Et on a un peu l'impression que c'est un peu le cache-sexe, ce texte qui se veut un progrès, avec cette idée que comme on a mal préparé la fin de l'accompagnement de la fin de la vie, eh bien peut-être qu'il faut aller vers cette idée d'une assistance au suicide. Le paradoxe, si vous voulez, c'est d'une manière philosophique qu'on veut tout maîtriser. Alors vous regardez comment l'État aujourd'hui et comment le gouvernement maîtrise. On est dans un contexte, on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec les difficultés auxquelles on est confronté. On peut s'imaginer qu'il y a d'autres ambitions et d'autres urgences que de vouloir maîtriser la mort à travers une législation. Donc que les gens aujourd'hui, chacun d'entre nous, on va être confronté demain à ces questions pour soi un autre, avec toutes les questions qu'on se pose, aient envie de ne pas souffrir, c'est une chose importante. Que cette solidarité sociale s'exprime par le don de la mort à travers un acte médical, ça pose une deuxième question. Et une troisième question déontologique, est-ce que c'est la fonction du médecin, selon des critères à apprécier, de répondre à une demande, y compris de personnes qui ne sont pas en fin de vie. Puisque dans la loi, c'est personnes en fin de vie ou personnes malades qui considèrent que leur souffrance est devenue insupportable. Donc ça pose vraiment les questions des solidarités. On a parlé pendant la pandémie des EHPAD, des situations d'exclusion sociale. Je pense que nos premières réponses, c'est en termes de solidarité, de sollicitude. Et quelle image on donne aujourd'hui aux personnes très très malades ou aux personnes qui sont dans le grand âge et qui se posent des questions existentielles en disant qu'on va légiférer sur l'euthanasie? Est-ce que c'est notre priorité? Est-ce que c'est les valeurs de la démocratie au moment où on doit se rassembler? Donc pour moi, l'avis du CCNE est un avis intéressant, mais c'est un copie-copier d'un précédent avis. Et j'attendais du CCNE qui pose des questions, certainement pas qui se prononce d'une manière comme ça résolue, avant même qu'il y ait concertation nationale. Merci Emmanuel Hirsch. Je renvoie à la lecture de certains de vos ouvrages, notamment « Faut-il autoriser l'euthanasie » où vous creusez ce débat, c'est paru chez First. Je vous donne aussi ce sondage IFOP qui date d'avril dernier. 94% des Français sont favorables au recours à l'euthanasie. On en reparlera tout à l'heure à 8h40. Merci Emmanuel Hirsch. Merci de votre invitation.